antique terre bourguignonne, rattachée au Saint-Empire romain germanique au début du XIe siècle, la comté est depuis toujours une terre religieuse où s'épanouit le monachisme. Le pays jurassien, escarpé et sauvage, est propice à la vie monastique. Dès le haut Moyen-Âge, ces grottes et ces reculées offrent aux moines et ermites les bouts du monde qu'ils recherchent pour rompre avec le monde et vaquer à Dieu seul dans le silence et la solitude. À la fin du IXe siècle, les moines bénédictins de Gigny descendent de leur abbaye pour implanter une autre abbaye dans la reculée de Beaume. Au début du Xe siècle, les moines de Beaume s'en vont fonder l'abbaye de Cluny, bientôt foyer majeur du monachisme bénédictin et de l'Occident chrétien médiéval. Au XIIe siècle, au pied de l'austère massif de la Serre, les moines blancs de l'ordre cistercien fondent l'abbaye d'Assé, tandis que des moines ermites établissent la chartreuse de Vaucluse dans les gorges de l'Ain de la Petite Montagne. Au XIIIe siècle, l'essor démographique des bourgs et des vieilles cités entraîne un bouleversement de la société qui s'accompagne d'un dérèglement des mœurs. L'Église se met à percevoir la ville comme une nouvelle Sodome et Gomorrhe. Elle soutient alors la constitution d'ordres nouveaux. Des ordres nouveaux pour contrer les désordres et les déviations et réévangéliser les populations. Des ordres nouveaux qui installent leurs couvents à l'intérieur des villes, si possible entourés de murailles ou proches d'un château. Ce sont les ordres mendiants qui prônent la pauvreté volontaire, individuelle et conventuelle. Ils quêtent et s'en donnent à la prédication. Les deux plus grands ordres mendiants sont l'ordre franciscain, créé par saint François d'Assise, l'ordre dominicain, créé par saint Dominique. En 1276, la comtesse de Bourgogne fonde à Poligny le couvent des dominicains, qu'on appelle aussi frères prêcheurs et aussi jacobins. Inaugurer aujourd'hui l'église des Jacobins, c'est renouer avec quelques 800 ans de l'histoire de Poligny, du comté de Bourgogne, dit la Franche-Comté. La restauration de l'église des Jacobins, c'est la dernière parcelle de sacré qui nous réunit, dit justement Paul Barnoux, architecte en chef des monuments historiques en charge de la restauration. Une restauration pour laquelle ont œuvré l'Association du patrimoine polignois depuis plus de 30 ans et l'Association de sauvegarde des Jacobins depuis 2003. Une restauration dans laquelle la ville de Poligny tout entière s'est engagée, ainsi que les Polignois. Aujourd'hui, tel le phénix, l'église des Jacobins renaît de ses cendres. C'est un joyau de l'art gothique comtois qui ressuscite pour transmettre l'histoire de Poligny et de notre civilisation. Sanctam resurrectionis
Au XIIIe siècle, Poligny est l'une des bonnes villes du comté de Bourgogne. Une ville forte, dominée par de hautes falaises calcaires, sur l'une desquelles, la corniche de Grimont, s'est édifiée une puissante forteresse, dite justement le château de Grimont. Au XIIIe siècle apparaît un nouveau bourg, le deuxième bourg. Un premier bourg s'étant constitué tout au long du Xe siècle, au pied de la falaise du Dan, autour d'un moutier, un nom dérivé du latin pour dire monastère. L'église du Moutier est la première église paroissiale de Poligny, aujourd'hui l'église de Moutier-Vieillard. La croissance démographique et urbaine du XIIIe siècle explique l'apparition d'un nouveau bourg, le bourg du Dessus, un bourg neuf, enserré dans des fortifications qui grimpent jusqu'au château de Grimont. Des fortifications qui garantissent la sécurité des habitants et aussi celle des activités commerciales et artisanales. C'est lors d'un séjour à Poligny, en 1241, que le comte de Bourgogne, Othon III, décrète l'établissement d'une église paroissiale dans le nouveau bourg. Il en ordonne la construction. Et dans son testament de 1248, il fonde et attache même à cette nouvelle église un collège de chanoines. Nous, Othon, duc de Méranie, par la grâce de Dieu, comte palatin de Bourgogne, nous décidons de fonder à Poligny un chapitre de 12 chanoines dans l'église en cours de construction, que nous dotons ainsi au nom de la Sainte et Indivise Trinité. Comme exécuteurs et fidèles garants de nos dispositions testamentaires, nous décidons de nommer notre sœur Alix, son mari le comte Hugues, le père de celui-ci, le comte Jean de Bourgogne, seigneur de Salins. Nous demandons que l'église dont nous avons parlé soit consacrée à la Vierge Marie. Elle sera l'église Notre-Dame. Au XIIIe siècle, le comte de Bourgogne, Othon III, porte les titres de la noblesse du Saint-Empire romain germanique. Othon III est en effet l'arrière-petit-fils de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric Barberousse. Frédéric Barberousse, empereur, qui devient aussi comte de Bourgogne en l'an 1156 par son mariage avec Béatrice de Bourgogne. Béatrice de Bourgogne, issue de la branche aînée de la maison de Mâcon, la maison de Mâcon à l'ouest de la Saône, dans le duché de Bourgogne. C'est la maison de Mâcon qui proclame, comté de Bourgogne, les possessions qu'elle détient à l'est de la Saône, dans le royaume de Bourgogne. Arbois, Poligny, Salins. Ce qui fait évidemment que le comté de Bourgogne devient un fief du Saint-Empire romain germanique, quand le royaume de Bourgogne lui est rattaché en l'an 1032. La branche cadette de la maison de Mâcon, c'est celle des Chalons, représentée au XIIIe siècle par la famille des Chalons-Harlay, lesquels considèrent les comtes germaniques, les comtes palatins de Bourgogne, comme des imposteurs étrangers à la comté.
La sœur de Othon III, Alix de Méranie, les réconcilie un temps. Elle épouse en effet Hugues de Châlons, le fils de Jean de Châlons d'Ilantique, le plus puissant baron de la noblesse comtoise au XIIIe siècle. Othon III, d'ailleurs, les prend comme co-exécuteurs de son testament. Alix de Méranie continue la construction de la nouvelle église après le trépas de son frère Othon III. Mais elle ne respecte pas tout à fait ses dernières volontés. En effet, elle change la destination de l'église par acte de 1276. Nous, Alix de Méranie, comtesse palatine de Bourgogne, décidons de donner une autre destination à la nouvelle église Notre-Dame du Bourgneuf de Poligny. Elle restera dans le territoire paroissial du prieuré Saint-Hippolyte de Moutier-le-Vieillard et nous donnerons à Dole le collège de 12 chanoines prévu par notre frère Othon III. Nous choisissons d'inviter les frères prêcheurs à venir dans notre domaine de Poligny pour y résider et fonder une communauté. Nous leur cédons et léguons par une donation pure et simple entre vifs l'église que nous avons fait construire dans le nouveau bourg avec la place alentour. Nous leur donnons tout le fossé près de la clôture de la ville, le droit d'y percer une porte et aussi le droit de prendre l'eau à la fontaine et d'acquérir des maisons et terrains pour élargir l'assise de leur communauté. C'est donc officiel. La nouvelle église ne sera pas notre église paroissiale, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. La comtesse donne la nouvelle église aux frères prêcheurs, sur lesquels, pour vous dire vrai, je ne sais pas grand-chose. Mon époux dit que les frères prêcheurs sont des moines mendiants. Un ordre nouveau, fondé en Espagne, je crois, au début du siècle, par un Espagnol, un certain Saint-Dominique. D'ailleurs, je crois qu'on les appelle les Dominicains. Des frères mendiants? Oui, des moines à l'image du Christ, qui veulent vivre une vie de grande pauvreté, d'humilité et de fraternité. Il paraît aussi qu'ils sont de grands théologiens et qu'ils enseignent dans les universités. C'est quand même un dur coup. J'imagine le grand courroux de notre curé, lui qui se voyait déjà dire la messe dans la nouvelle église, bien en sûreté, à l'intérieur de nos murs. C'est sûr. Après le trépas du comte palatin de Bourgogne Othon IV, c'est lui d'ailleurs qui octroya à Poligny sa charte de franchise en 1288, après le trépas de Othon IV, sa veuve, Maude d'Artois, devient comtesse de Bourgogne. Elle séjourne d'autant plus volontiers à Poligny que les tombes de deux de leurs enfants, Robert Ier et Jean de Bourgogne, se trouvent à l'intérieur du couvent des Dominicains. Comment t'y vas, Louis? T'as ouï dire, toi, que la comtesse est à Poligny? Je pense point avoir la berlue. Mais je crois bien que je l'ai vue dans le jardin des Jacobins avec notre châtelaine. Ah, notre comtesse Maude d'Artois, pour sûr qu'elle est bien à Poligny. T'as point la berlue blanche.
Depuis que notre pauvre comte a trépassé et que leurs 2 garçons sont enterrés à l'église des Jacobins, eh bien notre comtesse, elle passe de plus en plus de temps à Poligny et ne déote point des Jacobins. Nos dominicains m'émerveillent. Ils sont bien les frères prêcheurs élus par Dieu pour notre salut. Leur arrivée dans notre comté a été une bénédiction du ciel pour raffermir la foi de nos gens et les garder sur le droit chemin. Mais les dominicains, on les appelle aussi jacobins. Et pourquoi donc? Mais à cause de l'hospice Saint-Jacques. Quand les dominicains sont arrivés d'Espagne au royaume de France, ils se sont installés à Paris, dans un hospice pour les pauvres, l'hospice Saint-Jacques. Aussitôt, on les a appelés jacobins. Ah, c'est ça. Cette église des jacobins, c'est certes une bonne chose. Toutefois, beaucoup de Polignois se lamentent de devoir toujours aller à la messe à Moutier, le vieux bourg, hors des murs de la ville. Ils disent que cette église des Jacobins aurait dû être leur église paroissiale. Bien sûr. Bien sûr. Feu la comtesse Alix de Méranie n'a certes pas respecté les volontés de son frère Othon III. D'ailleurs, en l'an de grâce 1304, il me faut installer à Dole un collège de chanoines qu'il avait promis à la nouvelle église. Mais les Polignois n'y perdent pas au change. Les dominicains apportent à Poligny un rayonnement spirituel qu'il convient à un bourg aussi bien peuplé et aussi actif que le leur. Alors, au XVe siècle, le bourg de Moutier a dépéri. Le nouveau bourg du dessus est devenu un centre commercial et artisanal très actif. Un bourg de vignerons et de cultivateurs, de tanneurs, de drapiers et tisseurs de laine. La ville de Poligny compte environ 2500 âmes. Une ville active et pieuse. En 1415, dans une maison de la rue du Dessus, Colette de Corbie fonde le couvent des Clarisses. Et en contrebas, débute la construction de la future nouvelle église paroissiale, la collégiale Saint-Hippolyte. Le couvent des Jacobins est devenu un centre intellectuel renommé. Ils songent d'ailleurs à installer leur librairie dans la tour qu'ils vont construire bientôt et insérer dans les fortifications. Leur église rayonne d'un art gothique le plus pur et le plus élégant qu'il soit. En 1417, le couvent retentit d'un événement extraordinaire. En effet, Vincent Ferrier, le plus grand prédicateur de l'ordre dominicain de l'époque, arrive à Poligny.
vous ai réunis, mes frères, pour vous avertir d'une nouvelle extraordinaire. Voici le parchemin que m'a fait parvenir Vincent Ferrier, le plus célèbre prédicateur de notre ordre. Tenez, lisez, frère Henri. J'entreprends exprès le voyage d'Espagne en France pour venir à Poligny, visiter Colette, l'abbesse des Clarisses que le pape d'Avignon, Benoît XIII, a reçue comme professe de l'ordre des pauvres dames de Sainte-Claire. C'est une sainte que je dois rencontrer parce qu'en Aragon, j'ai appris d'elle des merveilles par des révélations qu'on lui a faites. Vincent Ferrier, le grand prédicateur de notre ordre, ici à Poligny. Toutes les rumeurs disent qu'il n'a pas son pareil pour enseigner la chrétienté et qu'il évangélise tel un ange volant au milieu du ciel. Oh. Comment le curé de la paroisse l'a-t-il appris? Dieu seul le sait. En attendant, il s'émoustille déjà. Inattendu, lui qui nous a tant cherché de chicane. Un événement considérable pour la ville. Vincent Ferrier attire les foules. On dit que les artisans quittent leurs boutiques, les paysans leurs champs, les magistrats leur étude, que tous affluent pour l'écouter. En tout cas, mes chers frères, ne comptez pas sur moi pour me joindre à ces disciples et me donner avec eux la discipline. Ne comptez pas sur moi non plus. J'ai ouï dire qu'il se fouette jusqu'au sang. Ces sermons se terminent en effet bien souvent par une sanglante discipline. Mais seulement quand il les donne sur les places publiques. Ici à Poligny, il n'y a pas de place publique. Il fera son sermon dans notre église. À Dieu plaisent les Polignois. À la Vierge Marie plaisent les Polignois. Gloire à Marie. Son corps fut plus beau et plus pur qu'aucun vase de cristal. Quand il reçut en lui la lumière qui illumine le monde, le Fils de Dieu. Je refuse toute discussion avec les orgueilleux. Je ne prétends éclairer que les humbles de cœur, car le Christ, qui nous a enseigné l'humilité par son exemple, découvre aux humbles la vérité, qu'il cache aux superbes. Ce qui est méritoire, ce n'est pas d'être pauvre, mais c'est d'aimer la pauvreté et de la supporter joyeusement et allègrement pour le nom de Jésus. Le renoncement à soi-même, tel est le chemin. Je suis un galérien de Dieu qui ne sait rien, ou plutôt, qui ne sait que son ignorance et sa lâcheté. Je ne suis rien, et vous êtes tout. Mes frères, révérez les pauvres dames de Sainte-Claire. Vénérez les chères Clarisses de votre ville et leur abbesse, Sainte Colette. À Dieu plaise Poligny.
Le XVe siècle est le temps des ducs de Valois. Jean sans peur, Philippe le Bon, Charles le Téméraire. Les descendants et successeurs de Philippe le Hardi, qui a réuni le duché de Bourgogne et le comté de Bourgogne par son mariage avec Marguerite de Bourgogne en l'an 1369. Duc et comte de Bourgogne, il fonde l'État bourguignon, plus puissant même que le royaume de France. Les ducs et comtes de Bourgogne considèrent Poligny comme leur bonne ville. Le château de Grimont les protège et conserve leur charte et leur bannière. Le couvent des Jacobins est à son apogée. L'église s'est enrichie de petites chapelles que les riches familles polignoises ont construites dans le collatéral nord pour inhumer leurs défunts. Le XVe siècle à Poligny, c'est un peu un âge d'or auquel succèdent quelques siècles de misère. Le feu de Moussière, il arrive, le vent le pousse, le vent du diable, le vent des enfers. Fuyez! Aidez-nous, sauvez-nous, ayez pitié de nous, Vierge Marie. Au feu, le feu est aux Jacobins, le clocher s'écroule. Dieu nous abandonne, au feu, fuyez, fuyez! Feu des vanités, flammes de l'enfer, jetez-y vos miroirs, vos parures, vos bijoux, conjurez-le, extirpez le démon qui est en vous. La ville brûle, tel Sodome et Gomorrhe, c'est la vengeance de Dieu. L'incendie du début du XVIe siècle détruit en partie le couvent des Jacobins. Les moines partent alors quêter et mendier dans toute la province. Les dons sont abondants et généreux. Ils peuvent réparer et relever leur église. Las, le couvent est à nouveau détruit et ruiné au siècle suivant lors de la guerre de 10 ans. La guerre de 10 ans, la plus cruelle des guerres que mène le royaume de France contre la Franche-Comté espagnole pour la conquérir. 1636, 1637, 1638, des temps de guerre, de peste, de misère. Les places fortes sont incendiées, les remparts bombardés. Le 24 juin 1638, les Français mettent le siège devant Poligny. Faut les barricader chez les Clarisses. Les Français sont à nos portes. Ils bombardent notre châtel de Grimont et nos murs. Oh, les Français et les Suédois avec eux. Ça t'écrit. Sûr, faut se cacher dans le couvent des Clarisses. Oui. Des brèches partout dans les remparts. Ils s'écroulent. Les Français et les grilles rentrent de partout. Le couvent des Jacobins est en feu. Le toit de la confrérie de la Croix est en flammes. ont envahi les Ursulines et ils les violent. Oh, le toit des Clarisses brûle par derrière. Il faut qu'elles déguerpissent. Il faut qu'elles partent chez les Capucins. Impossible. Toute la rue du dessus brûle, des flammes partout. Il faut les emmener sous les roches et fuir dans les bois. Les Français et les Suédois brûlent Poligny. Les couvents des Clarisses et des Jacobins périssent dans les flammes. Mais, tel le phénix, ils renaissent de leurs cendres. En 1678, le royaume de France parvient enfin à conquérir la Franche-Comté. Elle devient française. Les Francs-Comtois renouent avec la paix. Au XVIIIe siècle, le couvent des Jacobins se transforme et s'embellit.
Le clocher de l'église est réparé, la flèche est consolidée, une nouvelle façade est refaite à la manière néoclassique. À l'intérieur, une tribune est édifiée pour installer le nouvel orgue. Las, le siècle des Lumières s'achève par de nouvelles misères. Le vent de la Révolution de 1789 se met à souffler. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Citoyens, citoyennes, une grave nouvelle nous parvient de Paris. L'Assemblée constituante confisque tous les biens du clergé, elle les met à la disposition de la nation. Paulinois, Paulinoises, au mois de février de cette année 1790, l'Assemblée constituante a interdit les vœux monastiques. Elle a proclamé la suppression des couvents et la dispersion des moines et des nonnes. Mais que vont devenir nos Clarisses? Nos Clarisses, quel malheur! Et nos Jacobins! Mais oui, que vont-ils devenir? Mais quel malheur! Eh ben c'est bien fait pour eux, des feignants! Silence! Nous nous sommes rendus au couvent pour faire l'inventaire et dresser la liste des Jacobins présents. Ils sont 12. Certains veulent bien retourner à la vie civile, dans leur famille, mais la plupart veulent rester au couvent tant qu'il ne sera pas fermé. Non, 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 non. Faut qu'ils déguerpissent. C'est la loi. La loi. C'est la loi. Faut fermer le couvent. Oui. Un couvent de niolus. Ouais, c'est ça, des paresseux. Mais vous avez pas honte de dire ça? Non. Fermez un couvent, c'est un fléau du ciel! Un fléau du ciel, ben vrai! Vous n'avez pas honte? Mais c'est pas quoi? Mais taisez-vous! C'est la révolution! La révolution! Oui. Il faudra peuvrer leur cave! Et il paraît que les Jacobins, ils ont de la farine et du vin dans leur cave! Non, ils n'ont plus de farine. Ils l'ont donnée aux pauvres de la ville, à cause de la misère qui nous a frappés ces 2 dernières années. Silence! Mais rappelez-vous, Paulinois, les inondations, les sécheresses, les mauvaises récoltes, les mauvaises vendanges. Et c'est pour ça qu'on a fait la révolution! À cause de la misère du peuple, pas vrai! Ah oui. Eh ben oui. Eh ben moi je vous dis que des tonneaux de vin, les Jacobins, ils en ont. Il faut leur prendre et les déloger. Voilà. Au nom du peuple. Mais tu peux aussi leur couper la tête pendant que tu y es! Eh ben pourquoi pas? Vive la révolution! Et nous allons chanter Alléluia. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Envoie-nous jadis du clergé par là, comme un prophète qui prédit cela, en chantant ma chansonnette. Avec plaisir, on dira, ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, malgré les mutins, tout réussira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. En 1791, la Révolution s'accélère. La déchristianisation se met en place. Les couvents et les églises sont vendus, démantelés. L'église des Jacobins devient une fabrique de salpêtre pour fabriquer de la poudre à canon. Le mobilier des Jacobins, leurs tableaux, leurs livres sont dispersés et vendus. Et aussi les sculptures. Les statues de Saint Paul, de Saint Jacques, de Saint Jean-Baptiste, attribuées aux plus grands sculpteurs de l'école bourguignonne du XVe siècle, Clause de Verve, Jean de la Huerta. Elles se trouvent aujourd'hui au musée métropolitain de New York et leurs moulages peuvent se voir dans l'église collégiale Saint-Hippolyte de Poligny.
En 1800, le consulat est établi. Un corps préfectoral est créé et aussi des arrondissements avec à leur tête des sous-préfets. Poligny devient une sous-préfecture dont les bureaux sont aménagés dans la partie du couvent des Jacobins qui donne sur la rue du Collège. En 1833, l'église des Jacobins devient une halle aux grains. Il m'a remué les sangs, le curé, avec son prêche sur les malheurs de notre défunte église des Jacobins. Jamais je n'aurais pensé voir ça. L'église des Jacobins, devenir une halle au grain. Mais que vous arrive-t-il, Germaine? Vous avez l'air bien pâle. Il m'a retourné. Depuis des années que les impies ne savent pas quoi inventer pour humilier cette église. Ils ont d'abord pensé à une prison, puis à une écurie. Et puis, une caserne de gendarmerie. Il y en a même certains au conseil qui voulaient en faire le siège de l'évêque et la réhabiliter en cathédrale. Au lieu de ça, le clocher a été abattu, les 4 cloches enlevées. Une halle au grain. Mais c'est impensable. Mais quel malheur! Vous aviez déjà entendu ça? L'église des Jacobins devient un grand hangar, une halle au blé et un vaste entrepôt de bois de chauffage. Il n'est plus question de rendre l'église au culte catholique, encore moins au temps de la République triomphante, radicale et anticléricale des années 1890-1900. Une République triomphante dont la grande figure polignoise est Hyacinthe Friant, directeur de l'école de lettrés de Poligny et président de sa cave coopérative vinicole, qu'il veut d'ailleurs installer à l'intérieur de l'église des Jacobins. Arrêtons-nous un peu, Jeanne. Ah, t'as raison. Tu connais la nouvelle? L'église des Jacobins va devenir la fruitière vinicole de Poligny. Pardi, c'est que son président, Hyacinthe Friant, il a de la suite dans les idées. Ça fait longtemps qu'il manigance. Qu'il manigance pour louer l'église à la ville et en faire une coopérative de vin. C'est quand même bien malheureux que l'église des Jacobins devienne une cave à pinard. Ouais. Quand nous en serons au temps des cerises, et gai rossignols et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Après la guerre de 1914, Hyacinthe Friant devient maire de Poligny et le reste jusqu'à sa mort en 1934. Les années qui suivent la Première Guerre mondiale sont des années difficiles. Le relèvement du pays, la reconstruction, s'accompagnent d'une restauration des finances publiques et de l'administration. En 1926, le 4e gouvernement de Raymond Poincaré supprime une centaine de sous-préfectures. Poligny en fait partie. Alors, le décret est tombé? La sous-préfecture de Poligny est bien supprimée? Oui, c'est fait. Décret du 10 septembre 1926. Notre maire, Hyacinthe Friant, maire depuis 12 ans,
ne le prend pas très bien. Il prétend que c'est un déclassement de Poligny. Ah, il le dit d'autant plus qu'il n'est pas du même bord politique que Poincaré. Il va falloir penser à une nouvelle affectation pour notre ancien couvent. Sûr qu'il ne risque pas de rétablir le couvent, déjà que l'église est devenue une cave. C'est vrai que, comme bouffeur de curé, il se pose là. Je me demande s'il ne penserait pas à un hôtel. Peut-être un hôtel pour dames. On veut le donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Car c'est toujours pareil, tant qu'il y aura du soleil, on verra les amants au printemps s'en aller pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. En 1934, une grande partie du couvent des Jacobins est démantelée pour faire place à une école professionnelle de jeunes filles. Il ne reste du couvent que la tour de la librairie et la tour au bord du chemin de Grimont, dite parfois la tour du paradis. L'église des Jacobins conserve sa cave coopérative vinicole qu'on appelle désormais caveau des Jacobins. Un cas unique d'un chai de vinification dans une église du XIIIe siècle. Jamais église gothique ne vit s'allonger sous ses voûtes autant de foudres de vieillissement du vin. Jamais non plus église gothique ne subit autant d'outrages, de dommages et de dégâts. Mais aujourd'hui, les outrages sont effacés, les dégâts sont réparés. L'église des Jacobins retrouve ses origines, la pureté et l'élégance de ses lignes. Elle renaît. Un ressurgissement de la mémoire médiévale de la ville pour arrimer les Paulinois aux racines de leur histoire.